Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Si vous êtes comme nous, vous êtes réveillés ce matin en voyant les images tragiques du crash UPS 2976 qui avait 3 âmes à bord, comme le veut l'expression, qui s'est écrasé du côté de Louisville dans le Kentucky le 4 novembre 2025. L'objectif de cette vidéo est de vous permettre d'un peu mieux comprendre les images que vous allez voir passer en boucle pour les prochains jours autour de différentes thématiques. Première thématique, ça va être de vous donner un peu la conscience de la situation sur cet opérateur qui est quand même le plus grand opérateur de fret au monde en termes de chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est une grande compagnie qui met en œuvre près de 300 avions sur près de 800 destinations. Ils ont une très forte culture de la sécurité. Nous allons revenir également sur les accidents qu'ils ont déjà connus. En deux, nous allons regarder les images disponibles à l'heure ouverte, sans vous montrer les dernières secondes du vol tragique, car il y avait quand même près de 190 000 litres de pétrole à bord. Et nous allons voir ce que l'on peut faire dire aux data, notamment au transpondeur qui à l'heure actuelle nous a donné une première version de la vitesse disponible de l'avion et de son variomètre, et également aux images. Et vous allez voir que forcément ça va vous faire penser au Concorde, un avion avec beaucoup d'incidence qui n'arrive pas à accélérer et qui se retrouve dans cette situation, on a tendance à dire plus on tire sur le manche, plus on descend. On va vous expliquer pourquoi. Sur ce trimoteur, nous ne sommes pas enquêteurs sur cette chaîne. Il y aura deux grands temps pour l'enquête. Le premier, c'est l'enquête préliminaire qui va nous donner pas mal d'informations dans un mois. Les Américains ont un mois pour sortir l'enquête préliminaire. Le deuxième temps sera plutôt en mois, si ce n'est en année, où grâce à l'étude des boîtes noires, qui sont oranges, on pourra savoir exactement ce qui s'est passé. Il y aura également un gros focus à faire probablement sur la maintenance au vu des premières images que l'on voit. Après, pourquoi est-ce qu'on fait des vidéos si peu de temps après l'accident alors que ce n'est pas forcément dans la culture professionnelle aérienne? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est du fait de toutes ces images et de toutes ces informations, vous avez de nombreuses théories qui partent dans tous les sens et qui parfois peuvent faire plus de mal que de bien à la réputation de l'industrie. On a par exemple le secrétaire des transports, Sean Duffy, qui a annoncé quelques heures avant l'accident qu'il y avait un risque majeur à cause du shutdown aux États-Unis pour le transport aérien, ce qui est vrai côté contrôleur, ce qui n'a absolument rien à voir avec cet accident où vous voyez clairement l'aile gauche en feu. Le contrôle aérien n'a rien à voir là-dedans, ça on peut déjà le dire, en plus que POS aille, si ce n'est en CERT, si vous êtes habitué à la manière dont on classifie les certitudes sur cette chaîne. Le deuxième point, c'est que malheureusement, avec chaque accident, il y a une fenêtre émotionnelle qui s'ouvre et on s'est rendu compte que ces fenêtres émotionnelles permettent de faire améliorer la sécurité aérienne. J'habite à côté du terrain d'Arcachon où on a eu justement un avion qui s'est retrouvé à haute incidence avec des gens à bord et qui n'a pas réussi à se sustenter, s'est écrasé, ça avait fait des morts. Qu'un des objectifs de la chaîne, il y a beaucoup de pilotes amateurs en France, c'est également de faire réviser 2-3 bases de l'aviation. On attaque. Roger, ball. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion de UPS. UPS, c'est pour United Parcel Service, qu'on appelle également Big Brown, comme je vous l'ai dit, fondé en 1907. Ils ont leur siège à côté d'Atlanta et c'est la plus grande compagnie de transport au monde en termes de chiffre d'affaires, plus de 85 milliards devant DHL et FedEx qui ont également des avions FedEx. Point très important, ils sont très réputés pour leur culture de la sécurité et ils en sont extrêmement fiers. Vous avez des badges quand vous conduisez leur véhicule et que vous n'avez pas d'accident. Ils ont le Safe Driver UPS, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'accident avec son véhicule pendant 25 ans. 25 ans de conduite sans accident et ils ont plus de 10 000 Safe Drivers chez UPS. On fait plus de 1,5 milliard de kilomètres sans accident. C'est quelque chose de très ancré chez eux. Ces 5 dernières années, il y a eu 33 millions d'heures de formation à la sécurité pour des conducteurs, plus de 2 milliards de dollars investis. Et dans le milieu de la sécurité, UPS est très connu parce qu'ils sont très bons. Maintenant, cet accident, c'est UPS Airlines. Ils mettent en œuvre de l'Airbus A300, du 747, du 757, du 767, du MD-11F. On va revenir dessus. C'est notre McDonnell Douglas du jour. Premier vol de ce type d'avion, c'était dans les années 90. Le dernier fabriqué début des années 2000 pour Lufthansa Cargo. On est en fait sur le successeur du DC-10, légèrement plus long, qui va faire 130 tonnes à vide environ et plus de 280 tonnes à la masse max. Son remplaçant à ce DC-10, vous le connaissez, c'est le 777-200, le LRF Long Range Freight. Donc ce sont des avions de fret, vous n'êtes jamais monté à bord, c'est parce que ce sont des colis. On a 3 moteurs, en fonction des versions, c'est de la Pratt & Whitney ou du General Electric. Et on est sur un avion qui a eu quelques accidents, mais pour la plupart, en fait, dû à des approches non stabilisées ou des erreurs de la part de l'équipage. Comme en 93, il y a eu un déploiement des becs en vol
de la part de l'équipage avec un vol Chennai Eastern, mais l'avion a pu revenir se poser quand même malgré des blessés et des morts à bord. En 97, il y a un vol FedEx 14 à Newark qui a fait une approche non stabilisée, qui s'est écrasé et l'équipage avait survécu. Très connu en Europe, c'est le vol Swissair en 98, le New York-Genève, feu à l'intérieur de la cabine, qui a fini par exploser, tout le monde était mort à bord. Encore du cargo avec Korean Air Cargo 663-16, lui, ils avaient fait une descente trop tôt, donc en dessous de l'altitude minimum de sécurité, ils avaient percuté le sol. On a eu des sorties de piste avec FedEx Express 87 ou 80, mais là, à chaque fois, on est sur une phase de poser, pas sur un problème au décollage. Si on veut un problème au décollage avec le MD-11, il n'y en a pas beaucoup. Il faut aller chercher Avient Aviation 324, un décollage de Shanghai avec un MDF-11F, donc exactement le même type d'avion. Et là, on a un équipage qui ne met pas plein gaz au décollage. Donc, ils n'enclenchent pas l'automanette, ils n'enclenchent pas les automatismes, ils n'ont pas mis la manette des gaz assez vers l'avant. Pour ceux qui connaissent l'Airbus, c'est le TOGA, là, ils ne sont pas allés chercher le cran devant. Donc, ils ont fait un décollage avec une poussée qui n'était pas suffisante. Au moment où ils se sont rendus compte que ça ne poussait pas assez, ils n'ont pas vraiment réagi, ils n'ont pas remis plein gaz, ils n'ont pas interrompu le décollage. Le compte-rendu pense que c'est dû à la fatigue. Quand vous faites du cargo, souvent, vous avez des horaires un peu particuliers et ça avait amené malheureusement à l'accident. Alors, si on parle de moteur qui se détache, forcément, tout le monde pense à l'American Flight 191 qui avait vu, pour des raisons de maintenance, la perte d'un moteur, ce qui avait amené à la fuite hydraulique, au fait que les becs étaient rentrés automatiquement, et c'est ce qui a fait que derrière, il y a eu des changements dans la réglementation qui, d'ailleurs, sur ce type d'avion, demandait de piloter à V2, la vitesse minimum en vol quand vous perdez un moteur, plus 10 nœuds, de manière à avoir plus de marge, mais également qui avait demandé aux fabricants de s'assurer que si vous avez de la perte hydraulique, il n'y ait pas de changement au niveau de la configuration de votre aile à cause des problématiques que l'on a vues. Là, aujourd'hui, on a le Novembre 259 uniforme Papa. Il décollait pour Hawaï, 8 heures de vol, environ 150 millilitres de pétrole à bord. Et il avait quitté son parking 13 minutes avant le crash. Donc il a décollé, il a roulé. Il est au niveau de Mohamed Ali Worldport, les conditions météo sont bonnes. On est sur la plateforme d'UPS qui est très connue par les équipages, qui gère 2 millions de colis par jour. On est sur la 4e compagnie de fret au monde quand même. Elle a été créée en 1988, cette compagnie de fret. Et comme je vous parlais tout à l'heure de la différence entre le shutdown qui touche les contrôleurs aériens et la compagnie, c'est que le shutdown, les contrôleurs aériens sont payés par le gouvernement et sont donc impactés par l'absence de salaire à la fin du mois. UPS, on est quand même sur le plus gros employeur privé des États-Unis. Maintenant, regardons dans le détail les informations dont on dispose. On voit que l'avion fait son roulage avec Flight Radar, va accélérer, va atteindre la vitesse maximum de 186 nœuds et ensuite on va avoir 184 nœuds, donc une légère réduction et plus 256 pieds vario. C'est le début de la trajectoire qui va vers le haut. Le variomètre, on commence à monter. On voit une apex de 175 pieds, 185 nœuds et après derrière, on voit l'avion qui redescend 182, 184 nœuds et ça s'arrête. Quand on compare aux images, c'est cohérent par rapport aux images que l'on voit, où on voit que toute la partie gauche de l'aile ici est en feu, à l'endroit où se trouve normalement le moteur. Donc sur MD-11, vous avez moteur à gauche, pas trop loin. On a parlé du 747 avec le bras de levier, mais là, il est quand même assez proche, donc ça va moins vous gêner d'un point de vue dissymétrie. On a un moteur ici, un moteur derrière là, et un moteur ici. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que normalement les avions sont réfléchis pour pouvoir décoller quand vous avez 3 moteurs sur 2 moteurs sans aucun souci. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, vous avez calculé avant votre départ certaines vitesses qui sont extrêmement importantes de respecter. La première vitesse, c'est la V1. C'est la vitesse en fait où vous décidez de poursuivre votre décollage. Donc quand vous accélérez, vous avez calculé au vu de la distance de piste, au vu des conditions du jour, une vitesse à laquelle, quoi qu'il arrive, on continue. Et si vous avez une panne moteur, même un incendie moteur, ça c'est très important, non seulement on continue, mais chez la plupart des compagnies, on ne touche à rien en dessous d'une certaine altitude, 500 pieds ou 1000 pieds. Pourquoi? Rappelez-vous le Concorde, l'avion accélère, ça décolle, on a un incendie au niveau du moteur. Si on veut couper le moteur qui brûle trop tôt, on perd de la poussée, ou on peut se retrouver comme dans le cas de l'ATR de chez Transasia, à couper le mauvais moteur. Donc on sait qu'on est notre pire ennemi dans ces phases-là extrêmement stressantes. Donc généralement, chez la plupart des employeurs, on accélère à V1. On décide de continuer, si tout va bien, ou de s'arrêter. Si on a l'incendie moteur et qu'on le sait,
encore faut-il le savoir, avant V1, on va s'arrêter. Si on a un incendie moteur après V1, on va poursuivre. Normalement, avec nos 2 moteurs restants, on a calculé des vitesses, notamment V2, qui vont nous permettre de monter tout en maintenant le contrôle de l'aéronef, même avec une poussée dissymétrique, et en ayant la marge suffisante pour passer au-dessus des obstacles qui sont dans l'axe de piste. Une fois qu'on a fait ça, on monte, on ne touche à rien initialement. Après, à 500 ou 1000 pieds, on va pouvoir commencer à trouver la bonne checklist, à faire la checklist qui va bien, à préparer l'avion pour se reposer. Et là, 10 à 20 minutes après, le temps de dérouler la checklist, vous allez vous reposer sur 2 moteurs sur 3. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans l'aviation, ça se passe bien. Alors, point très important avec ces images, on vous parle de V1, qui est cette vitesse de décision. Ils ont passé V1, ils accélèrent, on voit l'avion qui est à plus de 180 nœuds. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas eu cette volonté de rejeter, d'annuler le décollage, sinon on aurait eu une décélération de la machine et peut-être probablement une sortie de piste en bout de bande. On a donc décision de poursuivre malgré l'incendie, voire le détachement du réacteur 1 à gauche et peut-être d'autres problèmes que l'on ne connaît pas à l'instant. L'étape d'après, c'est la VR, la vitesse de rotation. Vitesse de rotation, vous commencez à tirer sur le manche, qui va vous permettre après d'avoir l'assiette, l'incidence derrière aussi, qui va vous permettre de décoller. Cette phase de transition prend quelques nœuds, prend quelques secondes, et entre V1 et VR, fonction de votre masse, fonction des conditions du jour, il peut y avoir des fois quelques secondes, des fois plus que ça. Maintenant, votre capacité à accélérer n'est pas la même sur 3 moteurs ou sur 2 moteurs et un qui est en train de brûler ou qui s'est détaché. Ça, c'est un point important. Normalement, c'est pris en compte et c'est calculé. Vous allez donc avoir assez de pistes pour pouvoir atteindre VR, même avec seulement 2 moteurs sur 3. Et ensuite, derrière, vous voulez maintenir à minima V2, cette vitesse qui va vous protéger entre autres, de la vitesse minimum de contrôle R, qui est la vitesse en dessous de laquelle, du fait de la dissymétrie au niveau de la position des réacteurs et de la poussée, votre avion n'est plus contrôlable. Car vous n'avez plus de poussée à gauche, ou plus beaucoup, vous avez de la poussée au milieu et à droite. Naturellement, l'avion va avoir tendance à vouloir partir vers la gauche à cause du bras de levier du réacteur extérieur droit qui pousse et qui amène de la poussée dissymétrique. Du coup, il est indispensable d'avoir la bonne vitesse lors de la montée initiale. Et ce que l'on semble comprendre de ces images, c'est qu'on a un souci pour venir atteindre cette vitesse qui vous donne l'attitude, la portance, les conditions qui vont vous permettre de monter. Maintenant, pourquoi est-ce que dans les dernières secondes avant de toucher, on voit ce départ vers la gauche de l'avion ? Probablement à cause de cette vitesse minimum de contrôle R, la poussée dissymétrique, et rajouter peut-être également la dégradation des qualités aérodynamiques de l'aile gauche. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez de nombreux équipages au simulateur en train de tester les paramètres du jour et de voir si les calculs étaient bons, si il y avait de la vie lors d'une panne majeure entre V1 et VR. Et le rapport préliminaire d'ici un mois devrait nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. La grande spécificité, c'est que l'aile soit en feu. Donc vous allez avoir différentes problématiques, généralement différentes checklists qui existent dans l'aérien. C'est j'ai la checklist, mon moteur est en panne. Très bien. J'ai la checklist, mon moteur par exemple a une explosion ou un problème qui n'est pas contenu. Et donc là, dans le cas d'un non contenu, on a des dégâts autour et ça peut venir gêner le système de commande de l'avion et notamment le système hydraulique. Après, on peut avoir encore pire, c'est un moteur qui se détache. Et regardez ces images, il semblerait qu'il y ait des morceaux de moteur le long de la piste. Ce qui pourrait nous amener à penser que l'avion a peut-être perdu son moteur lors de l'accélération, ce qui pourrait amener peut-être cet incendie et surtout peut-être un impact sur la contrôlabilité de l'avion avec les circuits hydrauliques qui peuvent être touchés, mais également avec, pourquoi pas, les commandes au niveau des ailes. Donc, quand vous décollez, vous allez changer la forme de votre aile. Là, on est sur une aile qui ne bouge pas, mais sur Rafale, on a les becs et on peut avoir, si on a un avion normal, des volets. Ça veut dire quoi? Mon aile est réfléchie pour parfaitement fendre l'air à haute vitesse. Le MD-11 peut voler à Mach 0, 87 au maximum. Mais si vous êtes à Mach 0,8, vous voulez l'aile parfaitement lisse comme ça. Si vous voulez voler à basse vitesse et que vous voulez avoir des distances d'atterrissage et de décollage qui ne soient pas trop longues, vous allez déformer la forme d'aile. Donc je vais vous le faire avec ça. Ça, c'est une aile optimisée, on va dire, fait simple, pour la grosse vitesse.
Pour l'atterrissage, vous voulez une aile plutôt comme ça. Pour le décollage, un peu entre deux. Voilà. Donc à l'avant ici, vous avez les becs. À l'arrière, vous avez les volets. Et donc, si vous avez un problème, un arrachement de votre moteur ou une déformation de votre cellule au niveau de l'avant, vous pouvez avoir des soucis au niveau de ces becs qui vont donc changer ce qu'on appelle le profil de l'aile. Or, toutes les vitesses qu'on calcule, elles seront calculées pour la configuration décollage. Si maintenant on commence à avoir un changement au niveau de la forme de l'aile, qu'est-ce qu'il faut? Plus de vitesse. Si vous n'avez pas plus de vitesse, votre avion va se retrouver avec trop d'incidence, il ne va pas réussir à accélérer, il va s'asseoir un peu comme on voit dans les images, et plus vous tirez sur le manche, plus il monte en incidence, plus il va descendre. Donc la grande question que vont se poser les enquêteurs, c'est pourquoi est-ce qu'on voit les images de ce moteur le long de la piste? Quel impact est-ce que l'éventuelle perte de ce moteur a pu avoir sur la nature de l'aile en termes de configuration? Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes qui peuvent rentrer tout seuls ou qu'on peut changer? Ce qui va impacter votre capacité à créer de la portance, votre rapport poids-traînée et donc votre capacité à vous sustenter et à accélérer, et également la contrôlabilité de l'avion. Quel type de fuite est-ce qu'ils ont eu? Est-ce qu'ils ont perdu de l'hydraulique ou pas? Est-ce que l'avion restait contrôlable ou est-ce qu'ils ne pouvaient plus contrôler l'avion? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les avions sont faits pour voler en gros jusqu'à une certaine incidence, au-dessus d'une certaine incidence. De toute façon, on le voit bien si on regarde le Rafale de face. Là, c'est optimal. Là, tout va bien. Là, vous vous retrouvez en fait à faire votre propre aérofrein. Et donc, quand on voit l'avion comme ça, c'est clairement que par rapport à sa masse, par rapport à la configuration des ailes, il n'est pas quelque chose qui va lui permettre de monter. Vous avez l'équipage qui essaye de monter, mais ils n'ont pas la puissance nécessaire dans ce cadre-là pour sortir de ce qu'on pourrait presque appeler le coffin corner, mais c'est un peu autre chose. Maintenant, quelle est la solution quand vous montez en incidence comme ça? Là, normalement, on dit capitaliser sur la perte d'altitude. Le problème, c'est si vous n'en avez pas, donc la décision vient avant, au niveau de V1. Maintenant, si vous n'avez pas les bonnes informations au bon moment, ça peut poser des soucis. Toute l'industrie a hâte de savoir ce qui va être dit au rapport préliminaire. Le MD-11, on est quand même sur l'avion avec de l'aile ancienne, donc voilà, donc l'impact de la configuration de l'aile est importante. Et on a connu il y a longtemps des avions qui décollaient, qui n'avaient pas les volets, qui n'arrivaient pas à voler derrière. L'autre point possible, c'est une autre perte de poussée, perdre plusieurs moteurs en même temps. Et là, forcément, ça va poser des soucis. Mais ce qu'il faut retenir quand vous avez un avion qui est comme ça, avec les pilotes qui essayent de tirer sur le manche et qu'ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver leur vie, pour ne tuer personne au sol. Moi, j'aime bien dire que l'aviation, vous êtes responsable en fait d'une équation. Chaque vol est une équation, on va vous mettre des variables et c'est votre job, en toute sécurité, d'amener les gens à destination ou en tout cas d'éviter qu'il y ait perte de vie ou dégâts de matériel. L'enquête nous dira si c'était une équation impossible ce jour-là ou pas. Et ce qui est sûr, vous pouvez faire confiance à la communauté aéronautique, que ce soit au sol ou en l'air pour faire ça. Toutes les leçons seront tirées de cette tragédie. Et d'ici au rapport préliminaire, fly safe.